En fait, si on doit parler de la généalogie ou de la genèse des expéditions péruviennes à la recherche de Paititi, bon, il y en a plein qui sont anonymes, hein, donc faut pas se leurrer. On ne sait que ce dont on a la trace. Il y a certainement eu des tentatives et qui vont dans les années 30, 40, 50 d'expéditions anonymes dont on n'a pas la trace. La seule qu'on ait, c'est 1947. Les premières expéditions modernes, on va dire, donc il a des années 50-60, elles sont organisées par ce qu'on peut appeler le grand-père de la recherche de Paititi, un des personnages les plus importants de cette histoire, qui est donc un Péruvien, qui s'appelait Carlos Neuschander, d'origine allemande. Donc sa famille avait émigré en Amérique du Sud au XIXe siècle. Un type important parce que c'était un médecin, c'était un psychiatre, extrêmement brillant pour l'époque, donc c'était un type connu. Et c'était aussi un gars qui a participé au montage de la sécurité sociale au Pérou dans les années 60. Donc voilà, c'était pas un marginal, c'était pas un allumé, c'était un type extrêmement rationnel qui, suite à une anecdote que je raconte dans mon bouquin, est tombé amoureux du mythe de Paititi dans les années 40 et qui a décidé qu'une fois qu'il serait devenu médecin et qu'il serait installé, il allait dédier sa vie à la recherche de Paititi. Ce qu'il a fait entre ses 40 ans et ses 83 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas suivi une voie. Il y a beaucoup de chercheurs de Paititi qui se cantonnent à une voie, à une théorie, et qui essayent de l'explorer à fond, voire à la tordre pour que la réalité se plie à leur théorie. Lui, il explorait toutes les voies possibles. Donc, la légende orale, les sources écrites et les preuves, enfin, en tout cas, les indices archéologiques. Et donc, ce personnage a été vraiment moi je le considère comme le parrain de la quête de Paititi. Donc il a écrit 3 bouquins. Alors, il faut voir de quoi on parle. On parle de bouquins sortis soit en 79, soit en 83 au Pérou à 300 exemplaires. Donc voilà, c'est des témoignages extrêmement difficiles à trouver. Il ne circule que des photocopies de photocopies que les passionnés s'échangent. Mais ce type est mort en 2003. Bon, moi, j'ai pas eu la chance de le rencontrer. En revanche, j'ai pu rencontrer des gens qui ont travaillé avec lui. Et voilà. Et bon, je peux pas résumer 40 ans de recherche en quelques phrases, mais ce type-là a eu 2 avantages. C'est-à-dire que, un, il était le premier vraiment à ouvrir son esprit. C'est-à-dire que c'était extrêmement rationnel. Donc, ses travaux sont extrêmement intéressants et il a monté au bas mot une trentaine d'expéditions. Et la deuxième chose, c'est que c'était le premier à mettre des moyens modernes dans la recherche archéologique, c'est-à-dire avec des hélicoptères, des reconnaissances aériennes. Donc l'histoire de cet homme est une aventure en soi, que je vous invite à découvrir pour les hispanophones sur tous les documents qui peuvent exister sur Internet, sinon sur le résumé que j'en fais dans mon bouquin. En parallèle à cet homme-là, on a un autre personnage qui est tout aussi intéressant, donc on parle toujours des années 70, qui s'appelait Ruben Iwaki Ordonez. Il s'appelle toujours d'ailleurs, parce il est bien vivant, donc je l'ai rencontré plusieurs fois. Et lui, il a cherché Paititi sur l'angle purement tradition orale. C'est-à-dire qu'il a fait fi des traces archéologiques, il a fait fi des écrits, et il s'est uniquement basé sur la légende orale. Et il a écrit un bouquin qui a été fondateur dans le mythe du Paititi moderne. C'est à se demander si c'est même pas lui qui l'a quasiment inventé, où il part Paititi de toutes ces dorures, voilà. Donc lui, il joue la carte Paititi, ultime refuge des Incas, Paititi, réceptacle de trésors inimaginables, et il a construit sur un mode à la fois autobiographique, à la fois romancé et à la fois archéologique, donc un savant mélange pour dire que voilà, que Paititi existe, que Paititi se situe par là, et que Paititi, lui, y a été, et que Paititi, c'est ça, ça, ça et ça. Donc, deuxième personnage. Le troisième personnage, encore différent des 2 premiers, est un curé argentin qui a été affecté au Pérou dans les années 70 et qui a une réputation plus que sulfureuse, et donc il s'appelle le padre Polentini. Alors lui, il a eu une démarche encore différente de celle des autres. Lui, il s'est retrouvé dans une paroisse de montagne dans la région
supposé de Païtiti, et il a commencé à récolter des témoignages, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50 témoignages. Il s'est dit, mais cette légende a forcément un fond de vérité. Je veux dire, et plutôt que de suivre la tradition orale avec le doigt mouillé, lui, il a passé 10 ans à cartographier tous les chemins Inca qui menaient nulle part. Donc toute cette partie du Pérou, au nord-est de Cusco, où il y a un réseau de routiers Inca qui va ou converge ou diverge, mais vers de toute façon la jungle, lui, il a pris le truc au pied de la lettre. Il a dit, bah, on parle de chemin, on parle de légende, on parle de tout. Moi, je vais me concentrer sur ce qui existe, c'est sur les cailloux. Et donc, il a passé 10 ans de sa vie à cartographier ça, et donc avec un travail vraiment sérieux. Après, il en a tiré des conclusions qui sont discutables. Donc voilà, on a quand même 3 grands-pères de la quête moderne, des années donc 60 et 70. Carlos Neschwander, le médecin rationnel, Ruben Iwaki, qui était une espèce de poète romancier, et le curé. Donc on a vraiment 3 profils différents qui se sont à la même époque, qui ont jeté les bases des premières explorations du Païtiti péruvien. Chacun de ces 3 personnages a fait des émules. C'est-à-dire que donc dans la deuxième génération, qu'on va situer dans les années 80 à 90, il y a eu des gens qui qui ont pris la balle au bon. Des gens extrêmement importants. On va dire dans la continuité ou dans l'héritage du médecin péruvien Carlos Neschwander, un Américain qui s'appelle Gregory Dayarmenjan. Donc lui aussi, il a pris donc tout le travail de ce Péruvien. Il a décidé d'élaguer tout ce qui était source historique, tout ce qui était légende orale, et se concentrer sur les preuves archéologiques. Donc il a rejoint un petit peu les travaux du curé, dans la mesure où il dit, voilà, il y a des chemins, ils mènent quelque part, forcément. Ça va prendre des années à les explorer et à voir à quoi ils aboutissent, et je vais m'y coller. Et le gars, donc il a commencé en 81, et il est toujours sur le terrain. Donc ça fait quand même 40 ans que le gars, il sillonne ce truc, et qu'il affine la carte des chemins, euh, avec des découvertes à la clé dont je pourrais parler plus tard. Donc voilà, il y a ce personnage extrêmement important qui est d'actualité, hein, il a 70 ans maintenant, mais il continue à aller sur le terrain, et il continue à cartographier tout ce réseau routier Inca qui converge vers la jungle, qui converge donc vers la zone du Païtiti, pour savoir, bah voilà, pour comprendre, et puis pour aller au bout de chaque chemin, et puis il raye les options une par une, il quadrille, et il raye, et ça fait 40 ans qu'il fait ça. Personnage important. Un autre, non pas personnage, mais un couple, qui lui est peut-être le plus important de tous. Il s'agit et donc il rejoint l'histoire de Thierry Jamin, qui est donc le personnage francophone que l'on connaît le plus dans la quête de Païtiti. Bon voilà, Thierry Jamin existe. Il faut savoir qu'il a eu des parrains qui sont francophones. Et donc avec l'entrée en scène d'un couple de personnages qui s'appelle Nicole et Herbert Cartagena, qu'on a qui ont deux vraiment grands points d'importance. Sur le plan francophone, déjà, ce sont les premiers, historiquement, qui ont apporté la légende de Païtiti en France. Ils ont écrit un bouquin en 1970. Ils ont écrit un premier sur les Incas de manière générale en 1978, et après sur la légende propre de Païtiti en 1979. Et ils ont réellement importé cette légende en France, parce que personne ne la connaissait. C'était une histoire purement sud-américaine, purement hispanophone. Donc Nicole Cartagena est une Française qui s'installe au Pérou dans les années 70, qui s'est mariée à un type qui s'appelle Herbert Cartagena, lui qui était péruvien mais aussi francophone. Et ils se sont dédiés pendant 3 ans à la recherche de Païtiti. Alors, ils sont importants pour ça, parce que voilà, le premier relais francophone de cette histoire. C'est important pour nous de le savoir. Après, les autres s'en fichent qu'ils soient francophones ou pas, mais pour nous, c'est important. Là où ils ont pris une importance internationale et historique, c'est que eux, en 1979, ont découvert la première cité Inca en Amazonie, avérée. C'est-à-dire que tout ce que l'on savait, c'est-à-dire que les Incas avaient une interaction avec les peuples amazoniens,
que les Incas avaient voyagé. Ils avaient même essayé de conquérir ces peuples-là. Ils s'y étaient cassés les dents, mais on savait qu'il y avait des interactions commerciales, guerrières, diplomatiques. On savait que ces deux peuples-là communiquaient. Mais il n'y avait aucune preuve physique que les Incas s'étaient installés de manière sédentaire en Amazonie. Il n'y avait aucune preuve. On avait les chemins, on commençait à explorer, on avait les histoires, on avait des tas de choses, mais on n'avait aucune preuve archéologique que les Incas aient eu quelque chose à l'échelle d'une ville. Hein, je ne parle pas d'un hameau, une agricole qui a un cas en Amazonie. Et ces gens-là, en 1979, donc Herbert et Nicole Kayser-Regina l'ont découvert. Donc ça a changé énormément la donne. Parce qu'il y avait des spéculations historiques, archéologiques, qui disaient oui, peut-être, on ne sait pas, on verra. Eux l'ont démontré. Alors, non seulement ils ont démontré une réalité archéologique, mais ils ont complètement relancé la donne sur la quête de Paititi. Ils se sont dit, attendez, si ça existe, si ça c'est vrai, si ça s'était perdu et que ça a été trouvé seulement en 79, ben, pourquoi pas une autre cité, plus grande, plus loin. Donc ce couple-là a vraiment eu, qui était un couple d'amateurs, hein, qui était, elle était prof de français, lui il était guide, donc c'est pas du tout des historiens, mais ils ont vraiment posé le premier jalon de la sédentarisation des Incas en Amazonie, et qui était une donnée archéologique importante, et par là même ils ont relancé vraiment la donne sur l'existence et la possibilité de l'existence de Paititi. Donc voilà. Et après, il y a eu d'autres personnes comme Serge Debru, qui est un Français, un Aparicio Bueno, qui est un il y a toute une population qui, dans cette génération-là, des années 70-80, qui se sont intéressés à Paititi. Donc moi, je me suis efforcé de décrire leur parcours et leur portrait dans mon bouquin, parce que chaque personnage incarne une aventure vraiment, vraiment personnelle et vraiment intéressante. Alors, il y a des allumés, il y a des gens parfaitement posés, il y a un peu de tout, c'est un petit peu ce qui fait le sel un peu de cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est souligner vraiment ces premières couches, donc de Carlos Nachawander, Ruben Aki Ordóñez et le Polentini, qui sont vraiment les papis de la quête, qui ont engendré ce que j'appelle les pères de la quête. Et ces pères de la quête ont engendré des fils, donc les petits-fils des premiers, auxquels on peut compter, donc toujours pareil sur l'aspect francophone, sur Thierry Jamin. Thierry Jamin est un Français qui a entre 46 et 52 ans, ce qui il donne des CV différents à chaque fois qu'il parle, donc on ne sait pas très bien quel est son âge. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est quelqu'un qui se considère et qui est considéré comme le fils spirituel des Carthagénins. Donc c'est un Français qui est arrivé au Pérou à la fin des années 90, début des années 2000, complètement passionné de Paititi, complètement investi par cette histoire, complètement obsédé, c'est en quoi je me suis reconnu en lui, et qui va prendre tout le travail des Carthagénins pour continuer sa quête. Voilà. Donc, voilà. Donc, les chercheurs de Paititi, pour répondre à la question primaire, on peut imaginer que les premières recherches ont lieu dans les années 40. Les premières recherches documentées datent des années 50 et 60. Il y a eu un gros boom dans les années 70 et qui a généré la troisième génération des chercheurs de Paititi, dont Thierry Jamin. Donc, ces protagonistes de la quête de Paititi, qui sont donc Carlos Nechawander, Ruben Iwaki Ordóñez et le padre Polentini, qui sont donc les grands-parents de la quête avec des expéditions qui ont lieu dans les années 60-70, ont eu effectivement des émules, donc parmi lesquels on compte Grégory Dermerjan, on peut parler de Serge Debru, on peut surtout parler de Nicole et Herbert Cartagena, on peut parler aussi d'un autre péruvien qui s'appelle Fernando Aparicio Bueno, qui sont eux, on va dire, les pères de la quête. Ces gens-là ont eu eux-mêmes des émules, donc comme Thierry Jamin, comme Jacek Pakiewicz, comme d'autres groupes péruviens et même japonais. Ce qui est intéressant, c'est que sur ces trois couches, on va dire, générationnelles, ils ont cherché le Paititi péruvien. Pourquoi, à un moment donné, on cherche le Paititi péruvien, alors qu'au milieu du XVIIIe siècle, la seule leçon de Paititi qu'on avait était non pas une ville au Pérou, mais un territoire en Bolivie. Donc, qui a fait la jonction
entre les faits historiques, un blanc d'à peu près d'un siècle, et une résurgence de la légende à la fin du 19e ou du 20e. Qu'est-ce qui a fait la bascule? Comment Paititi est devenue finalement une ville inca perdue au Pérou, au lieu d'être ce que historiquement on l'a décrit comme un territoire disparu d'Amazonie bolivienne. Il y a donc un blanc, il y a donc un gap, et donc à un moment donné, euh, la bascule s'est faite. Et cette bascule, donc après des recherches, s'est faite non pas sur des données archéologiques ou des données historiques, ni même sur la tradition orale, elle s'est faite autour d'un personnage. Un personnage qui s'appelle Aristides Muniz, qui a conceptualisé, voire inventé le Paititi péruvien. C'est-à-dire que cet homme-là a disséminé des légendes, des histoires qu'on retrouve de manière récurrente dans la genèse de chaque chercheur de Paititi, qui sont des histoires d'un gardien de vache perdu qui aurait trouvé une cité, qui sont les histoires d'un explorateur chercheur d'or qui serait tombé sur les Indiens, qui l'aurait mené à une cité. Il y a 5 ou 6 histoires qui sont devenues des sources, en fait, et qui ont alimenté et qui ont démarré la quête du Paititi moderne. Est-ce que ces histoires étaient des histoires inventées? Est-ce que c'est des histoires sourcées? On n'en sait pas trop rien. On peut démarrer, on peut sourcer, on peut dater en fait ces histoires au début des années 20, entre les années 20, 30, 40. Et donc ce personnage, Aristides Muniz, qui est un propriétaire terrien dans la zone proche de la Selva, a raconté ces histoires d'une part à Carlos Neuschwander, d'autre part à Ruben Iwaki Ordóñez et d'autre part au Padre Pontini. Les trois l'ont connu personnellement. Et les trois, dans leurs livres, retranscrivent avec des variantes, avec parfois même de manière romanesque, ces trois histoires. Et il faut bien savoir que ces trois personnages avec ces 6 ou 7 histoires. Ces 6 ou 7 histoires ont été vraiment le socle et le point de démarrage, la naissance du Paititi moderne. Les grands-pères de la quête sont partis à la recherche du Paititi sur la base de ces histoires. Et ces histoires remontent, une fois, quand on les prend chacun séparément, on a du mal à faire le lien entre elles. Mais quand on parle avec chacun de ces trois personnages, que j'ai eu la chance de rencontrer, ils me disent que, à la source, il y a ce personnage, Aristides Muniz, qui leur a raconté ces histoires. Au-delà d'Aristides Muniz, donc qui est un homme qui a vécu entre la fin du 19e et qui est mort à peu près centenaire en 1970, au-delà de ce personnage, on ne retrouve aucune trace d'un Paititi péruvien qui serait une cité en dur, refuge des Incas, réceptacle potentiel du trésor. Donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'entre la fin des données historiques qui situent Paititi comme étant territoire amazonien en Bolivie, pendant une période de 100 ans, il n'y a rien. Et d'un seul coup, on a un Paititi péruvien qui surgit et qui, après enquête, surgit de la bouche d'un seul personnage. Alors on pourrait se dire, Aristides Muniz, il a inventé une histoire et tout le monde s'engouffrait dedans, ça donne naissance au Paititi péruvien. On peut le dire, les histoires qu'il raconte, on ne peut pas les sortir. Voilà, ce sont des belles histoires. En revanche, on peut, ce qui donne crédit à la possibilité d'un Paititi péruvien, c'est que, indépendamment de la tradition orale dont lui se fait le relais, voire en est l'inventeur, c'est qu'il y a quand même deux données qui peuvent faire donner de la consistance à un Paititi péruvien. La première, c'est les données finalement historiques. La légende du Paititi péruvien est basée sur un exode des Incas après la prise de Cusco. Donc les Espagnols sont arrivés à Cusco en 1533 et non pas immédiatement, mais peu de temps après la conquête, il y aurait eu un exode de dignitaires incas qui se seraient enfuis vers la jungle
d'une part pour se protéger des Espagnols en eux-mêmes, et d'autre part pour protéger des reliques importantes pour eux. Cet exode a existé. Il y a beaucoup de sources beaucoup de sources historiques, de chroniques qui le citent, qui le documentent. Alors, il ne s'agit pas d'un exode massif à une date donnée, mais de plusieurs poches de dignitaires de population qui effectivement auraient fui Cusco et auraient fui l'Inca et qui se seraient effectivement, parce que c'est sourcé aussi, qui se seraient enfuis vers la jungle. Alors est-ce qu'ils avaient les bras chargés d'or ou pas, ça on ne le sait pas, mais en tout cas il y a eu un exode Inca. Donc ça peut déjà donner du crédit à un point de chute de l'intelligentsia Inca quelque part en Amazonie. Le deuxième point qui donne du crédit à Aristide Mouniès, c'est les données archéologiques. C'est qu'Aristide Mouniès dit oui, les Paititi existent, oui, Paititi est au Pérou, oui, Paititi est une cité qui a servi de refuge aux Incas, parce que, un, les sources le disent, et deux, il y a des traces archéologiques qui le démontrent, en l'occurrence des chemins, des routes. Le nord-est de Cusco est couvert d'un entrelac de chemins pirés, donc des chemins travaillés. Voilà, il ne s'agit pas de sentiers, il s'agit vraiment de chemins qui ont été élaborés et qui convergent vers la selva. Donc Aristide Mouniès a pu inventer des histoires de cités perdues, alors soit les inventer, soit de compiler des légendes orales indiennes. Donc il a pu raconter certaines histoires qui peuvent paraître romanesques, mais il y a quand même certaines données qui pourraient croire que cette histoire existe. Là où il faut mettre une nuance, c'est que si on part du principe que l'exode du Inca a eu lieu, si on part du principe qu'il y a vraiment eu des chemins qui ont été construits, qui conduisent quelque part, on peut parfaitement imaginer qu'une ou des cités Inca de l'époque soient aujourd'hui perdues. Et ils auraient pu servir de refuge. Ce qu'on peut par contre affirmer, c'est que cette cité ou ces cités ne se sont jamais appelées Paititi. Paititi est un glissement de langage entre la réalité historique de ce territoire bolivien et la réalité historique aussi d'éventuels villages aujourd'hui perdus dans lesquels les Incas ont retrouvé refuge. Le mot a glissé, ce qui n'enlève rien à la réalité à la possibilité de l'existence de ces cités au Pérou. Donc c'est ça qui a alimenté, en fait, qui a créé le mythe péruvien du début du XXe siècle. Des histoires récoltées ou inventées par Aristide Muniz, qui de toute façon s'appuyaient sur des données pensées tangibles et qui ont nourri en fait une première génération de chercheurs de Paititi qui l'ont pris au pied de la lettre, puis une deuxième, puis une troisième. Donc on en est si on compte Aristides Muniz, la quatrième génération. Quatrième génération où on trouve, donc on parle des années 2000 et 2010 et 2020, où on trouve parmi d'autres un personnage qui nous intéresse, nous, francophones, dans la mesure où c'est à ce jour l'unique francophone qui soit officiellement en lice et qui se soit dédié à la recherche de Paititi, qui est donc un personnage dont le nom est maintenant un petit peu connu, donc qui s'appelle Thierry Jamin. Thierry Jamin est un héritier de Nicole et Herbert Cartagena, qui sont ses parrains sud-américains. Les Cartagena eux-mêmes se revendiquent des travaux de Rubén Iwaki Ordóñez. Rubén Iwaki Ordóñez se déclare lui-même héritier des histoires d'Aristide Muniz. Voilà, donc on arrive à la quatrième génération, qui est celle actuelle, avec des personnages, dont Thierry Jamin, qui est un des protagonistes, le seul, en tout cas francophone, et un des protagonistes toujours actifs sur le terrain. On pourrait dire, mais pourquoi donc la cité qui s'appelle donc Mameria, c'est la cité que Nicole et Herbert Cartagena ont découvert. Pourquoi Mameria n'était pas finalement Paititi? Ils se posent la question dans leur bouquin. Ils se posent la question sur le terrain quand ils la découvrent. Ils considèrent que ce n'est pas Paititi pour des raisons purement intellectuelles. C'est-à-dire qu'ils se disent Paititi, selon la légende auquel eux croyaient à l'époque, Paititi était une capitale. Paititi était la sœur jumelle de Cusco. Paititi était une ville à l'échelle de Cusco, ou éventuellement Machu Picchu, une ville
névralgique, une ville, un centre administratif. Mameria est une cité agricole, parce qu'en fait, elle est essentiellement constituée de plateaux agricoles, de fours, de choses comme ça. Donc ils se sont dit, on a trouvé quelque chose d'important, mais ça ne peut pas être Paititi, parce que ça, c'est une cité purement agricole. C'est une cité, Mameria est une cité au service d'une autre cité plus grande. Donc ils ont, d'entrée de jeu, écarté la possibilité que ce qu'ils aient trouvé soit Paititi. Par contre, ils étaient absolument convaincus, et c'est pas entièrement faux de penser à l'époque et même maintenant, que Mameria était un service agricole au service de notre cité. Alors la grande question, est-ce que Mameria était une cité excentrée, une espèce de point final, une cité agricole au service de Cusco, la capitale? Est-ce que c'était un terminus? Ou est-ce que Mameria était la cité satellite d'une autre cité située plus loin? En l'occurrence, Paititi. C'est ça la conclusion qu'ils en ont tirée. Eux, ils se sont dit, on est tombé dans la banlieue de Paititi. On est tombé sur la ville qui alimentait Paititi. Donc maintenant, il faut qu'on continue pour pouvoir trouver la cité dont dépend cette cité agricole qu'on vient de découvrir. J'ai parlé tout à l'heure des sources historiques, de la légende, des légendes orales. Donc ce sont deux sources qui alimentent l'existence de Paititi. Il y a le troisième facteur, qui est le facteur archéologique, c'est-à-dire des données de terrain qu'on peut voir, des choses, donc pas des choses qu'on invente, pas des choses que l'on déduit, pas des choses que l'on traduit, mais des choses qu'on peut vraiment constater. Il y a plusieurs spots, on va dire archéologiques, qui ont fait bouillir un peu les esprits, et ça s'étale des années 70 jusqu'à aujourd'hui. La première d'entre elles, c'est un épisode et un point géographique très précis qu'on lie à Paititi, qui sont les pyramides du Paratoari. On dit pyramide parce qu'il s'agit en fait de formations montagneuses pyramidales. Alors certains en décrivent 6, 8, 12 ou 20, qui seraient donc à flanc de montagne, dans la zone supposée de Paititi. C'est une donnée qui a vraiment enflammé les esprits dans les années 70, dans la mesure où effectivement il y a bien eu, repéré par satellite et après repéré sur le terrain, une série de fils de forme pyramidale. Ça a duré 20 ans, l'affaire. 20 ans à se demander, et avec de nombreuses expéditions que je décris dans mon bouquin. Donc, de voir qu'est-ce que c'est que ces formes pyramidales, parce que c'est un fait, elles sont là, elles sont bien pyramidales, c'est pas une vue de l'esprit. Est-ce qu'elles sont naturelles? Est-ce qu'elles sont d'origine artificielle? Voilà. Donc, le terrain est extrêmement difficile à accéder. Ça a tout de suite été récupéré par des collectifs des années 70, des collectifs ésotériques, ce qui a décrédibilisé un petit peu l'intérêt qu'elle pourrait avoir. Bon, il y a des personnes qui s'y sont frottées. En fait, tous les chercheurs de Paititi s'y sont frottés. Ceux que j'ai énumérés tout à l'heure, s'y sont tous frottés. Donc le mystère a été déclenché en 1975 avec une photo satellite de cette époque. Ça a alimenté la presse, etc. La première fois que ces pyramides ont été escaladées, ont été étudiées in situ, c'est en 1996 uniquement, c'est-à-dire 21 ans après leur révélation par satellite. Donc la première expédition victorieuse, je dirais, a lieu en 96. Il y en a eu une bonne dizaine qui s'y sont cassés les dents entre-temps. Bref, l'Américain, donc Gregory Dayamenjan, dont je parlais tout à l'heure, en 1996, a réussi à se rendre sur place, a réussi à escalader ces pyramides et s'est rendu compte que c'est un phénomène géologique. Un phénomène géologique d'ailleurs assez courant sur la planète, qui est provoqué par des glissements de terrain, et c'est un phénomène qui est connu comme étant appelé les dents du diable, avec des raisons qui existent pour des raisons géologiques compliquées. Donc, mais pendant 20 ans, donc, ces pyramides ont été considérées comme un indice de l'existence réelle de Paititi. Premier point, enfin premier indice. Le deuxième indice, qui est le plus mystérieux, qui est ce qu'on appelle les pétroglyphes de Pucharo. Donc, à une vingtaine de kilomètres au nord de ces pyramides, il existe au bord d'un rio 3 parois, dont une principale,
Donc on part d'une paroi qui fait 11 mètres de large sur 3 mètres de haut apparemment, qui est constellée de pétroglyphes, de sculptures, enfin de bas-reliefs. Voilà, c'est un spectacle à voir, c'est facile à trouver sur Internet, c'est très étonnant, c'est très déroutant. Moi-même, j'y ai été dans les années 90 et je me suis retrouvé un peu comme dos ronflant devant ce spectacle, d'un entrelac de formes géométriques, de formes zoomorphes, de formes polymorphes, de formes avec une récurrence de visages humains en forme de cœur, etc. Donc quelque chose qui a été découvert en fait en 1921 par des moines, par une mission qui était locale. Donc des moines qui s'y sont intéressés, qui bien évidemment, vu le contexte de l'époque et la mentalité de l'époque, ils l'ont interprété comme des passages de la Bible qui avaient été gravés par des Amérindiens qui avaient eu l'intuition divine de la Bible. Voilà, bon, c'était leur première théorie. Pendant, on va dire, une quarantaine d'années, ces pétroglyphes ont été oubliés. Et ils ont été remis au goût du jour par des chercheurs de Païtiti, ça c'est important de le savoir, c'est pas par des archéologues, pas par des spécialistes du pétroglyphe, pas par des historiens, mais c'est vraiment les chercheurs de Païtiti qui se sont emparés de cette paroi et des symboles qui la couvrent, tout simplement parce qu'elle était dans le périmètre de la légende. Et comme c'est une paroi qui est incompréhensible, bah, chacun a pu y mettre la théorie qu'il voulait dessus. Donc, de tous les chercheurs de Païtiti, pour résumer, hein, parce que c'est une histoire à part entière, certains ont dit, bon, rien à voir avec Païtiti. D'autres ont dit, ah, peut-être qu'il y a un rapport et ça serait intéressant d'étudier. D'autres ont dit, mais ça, c'est pas du tout les peuples de la Selva qui l'ont fait, ce sont des dessins Inca. Donc, ça a donc forcément un lien avec Païtiti. Et en dernière position, il y a des gens qui ont dit, mais ça, en fait, c'est une carte géographique. Et c'est une carte géographique codée qui révèle la station de Païtiti, la localisation de Païtiti. Donc voilà, tout le monde y a des petites théories. C'est un petit peu comme ce que je disais tout à l'heure sur un autre sujet, c'est-à-dire que sur la terminologie de Païtiti, c'est la thèse la plus osée, la plus romanesque qui l'emporte. Aujourd'hui, si on regarde sur le net péruvien et si on regarde les écrits, notamment de Thierry Jamin, la thèse qui prédomine, c'est que cette fresque est une carte qui révèle la localisation de Païtiti, à qui saurait la décoder. Donc tous les chercheurs de Païtiti, qu'ils y croient, n'y croient pas, mais ils s'y sont tous frottés, ils y sont tous allés, ils ont tous pondu une théorie là-dessus, et c'est une énigme dans l'énigme. Et voilà, et cette roche, elle est énigmatique, elle est fascinante. Voilà, bon, et elle est vraiment. Alors, on peut pas. Il est impossible de dire si c'est relié à Païtiti ou pas. Il est impossible de dire si c'est l'œuvre d'Indiens amazoniens et de quelle époque. Est-ce que c'est récent? Est-ce que ça date du 15e? Est-ce que ça a 600 ans? On n'en sait strictement rien. Chacun a fait son interprétation. Et l'interprétation la plus poussée qui existe, c'est celle de Thierry Jamin, qui lui, non seulement a repris en bloc la conclusion de ses parrains, les Carthaginois, donc c'est une carte, et donc là où les Carthaginois avaient juste dit c'est possiblement une carte, lui, il l'a pris comme une carte et il l'a décodée, c'est-à-dire qu'il a plaqué sur cette fresque des éléments géographiques réels et il en a fait une carte au trésor, tout simplement. Voilà. Alors, avec donc cette carte au trésor, il s'en est servi de fer de lance pour son expédition de 2008, qui s'est soldée par un échec cuisant. Bon, voilà. Donc, mais alors, l'autre truc qui est aussi perturbant avec ces pétroglyphes, c'est que les pétroglyphes n'ont fait l'objet que de commentaires dans des expéditions de certaines personnes. Au maximum, ça a fait l'objet d'un article ou d'un dossier dans des revues péruviennes confidentielles. Et la seule personne qui ait pondu un bouquin dédié au pétroglyphe de Porcharo, c'est Thierry Jamin. Ce qui fait que, du fait que ce soit la seule chose imprimée, éditée qui existe, elle a fini par devenir la thèse officielle.
alors qu'en fait, il n'expose qu'un avis, une théorie, une intuition. Mais à ce jour, si tu vas à Cusco, si tu demandes dans la librairie ou chez les bouquinistes qu'un bouquin sur les pétroliers de Boucharo, la seule chose qu'on va te sortir, c'est le bouquin de Jamin. Parce que c'est le seul à en avoir écrit un. Quoi qu'on pense de Thierry Jamin, il fait partie de l'histoire. De toute façon, ça fait quand même 20 ans qu'il est sur le terrain, 20 ans, voilà, puis 20 ans actif. Moi, de ce que j'ai pu décompter de sa biographie officielle, il en est à 19 expéditions. Sachant que là, nous sommes en 2021, sa dernière expédition remonte à 2015. Donc, entre 2001 et 2015, il a monté 19 expéditions. C'est pas rien. On peut pas nier, on peut pas nier l'activité de cet homme sur le sujet. On peut pas non plus nier sa passion pour le sujet. Ça, c'est une chose. Après, quelle est sa place dans la quête? Moi, pour donner, juste pour l'anecdote et pour donner un petit peu de vécu dans cette histoire, moi j'ai découvert Thierry Jamin en 2008, à l'époque où j'ai décidé de me relancer dans cette enquête, enfin de me lancer dans cette enquête. Voilà, bon, moi j'avais cherché, donc j'ai la chance de parler espagnol, donc j'avais balayé tous les sites espagnols, etc., etc. Et il y avait quand même ce français qui émergeait sur le site francophone. Moi, quand j'ai vu les premiers sites internet, les premiers articles de Jamin en 2008, moi, c'est pas compliqué. Je voulais devenir son meilleur ami. Moi, je voulais partir avec lui. Je voulais financer une de ses expéditions. Moi, j'étais fan. J'étais fan de ce gars-là. Parce que lui, il avait poussé son rêve là où moi, j'avais pas été capable de le pousser. Et puis voilà. Puis il avait une activité et c'était bien raconté. C'était palpitant. Enfin, moi, je suis tombé dans son histoire, vraiment, franchement, avec un enthousiasme, voilà, incroyable. J'ai vite déchanté parce que je me suis pas contenté de ce que Thierry Jamin offrait à son public. J'ai cherché à creuser plus loin, à recouper, euh, à voir tout ce qui existait sur les sites espagnols. Et j'ai vu qu'il avait quand même pris pas mal de liberté sur pas mal de choses. Donc, sans vouloir faire un procès à Thierry Jamin, je l'ai quand même pris. Alors, c'est sans non plus vouloir chercher à lui nuire. C'est qu'en fait, Thierry Jamin, quand on met en perspective ses travaux avec ceux existants, il se prend les pieds dans le tapis tout seul. Donc, il n'y a pas besoin non plus de chercher la petite bête pour un petit peu démonter ce que ce personnage tente de mettre en scène. Thierry Jamin, donc on peut pas renier, effectivement, on peut pas nier sa passion, on peut pas nier les moyens, l'énergie qu'il met dans ses expéditions. Par contre, ce qu'on peut nier, ses prises de position et ses résultats. Je pourrais faire une liste de ce que avance Jamin et que malheureusement on ne peut que qualifier au mieux d'exagération, au pire d'imposture. C'est-à-dire que dès le démarrage de son histoire, de l'histoire qui s'est créée, on s'aperçoit très vite que Thierry Jamin a inventé sa première expédition, il ne l'a jamais faite. On peut s'apercevoir que lorsqu'en 2001, il revendique la découverte des pyramides du Paratori, enfin pas leur découverte, mais en tout cas, il annonce, il revendique l'annonce, il s'approprie l'annonce de leur caractère géologique, alors que ça avait été découvert 5 ans avant. Lorsqu'il récupère les travaux de Poucharo pour en faire une véritable carte au trésor, qui est extrêmement discutable sur le plan de la démonstration, ce que j'essaye d'exposer dans mon livre, mais qui surtout conduit à une zone d'expédition et un projet d'expédition extrêmement ambitieux pour l'année 2008, un projet d'expédition qu'il arrive à mettre sur pied avec des sponsors absolument incroyables, un financement avec une mise à disposition d'hélicoptères, avec la venue d'un reportage de TF1 sur place pour finalement se planter.
Bon, ce qu'on peut pardonner, hein, tout le monde peut se planter, mais il se plante en reniant complètement et en se contredisant complètement par rapport aux données qu'il avait annoncées pour localiser ce site. Donc en fait, Thierry Jamin, c'est complètement, voilà, donc c'est planté devant les caméras. Donc le reportage a eu lieu en 2010, a été diffusé en 2010. C'est une émission qui s'appelait Grand Reportage sur TF1, qui est encore visible sur le net. Donc il se plante complètement face caméra. Donc là, on est presque triste pour lui. Sauf que à la suite de ça, il va nous donner 3 explications complètement différentes pour expliquer cet échec, des contradictions qui se contredisent toutes. Donc on peut se demander quel était le sérieux de la théorie de départ. Euh, et, et, finalement, dans une vidéo, il nous annonce que finalement, les sites qu'il avait repérés par hélicoptère sur cette fameuse zone qu'il avait donc localisée grâce à la carte de Pucharo, finalement, il avait peut-être été abusé par un effet de pixel. Point barre. Donc TF1 a dû se contenter de ça. Les sponsors ont dépensé une fortune, ont dû se contenter de ça. Ses fans ont dû se contenter de ça. Et il a enchaîné après des aventures équivalentes. Je reste sur le thème de Patiti, hein, sans rentrer sur les autres. Tout de suite après cet échec, en 2008, il a revendiqué en 2009 et 2010 d'avoir trouvé donc une cité perdue. Enfin, non pas une cité perdue, mais 30 cités perdues. Comme ça, cash, à la presse. Il a dit, voilà, pas une cité, 30 cités, il a découvert. Il a découvert une nouvelle vallée truffée de ruines. Alors, en soi, c'est déjà étonnant. Donc, il a quand même, bien communiqué là-dessus, bien revendiqué ça. Moi, il se trouve que j'étais au Pérou à l'époque. J'étais voir donc le ministère de la Culture. Et je dis, bah voilà, il y a un Français qui, dans la presse française, dit qu'il a trouvé 30 cités perdues dans telle vallée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même incroyable. Et là, ma grande surprise était de découvrir que dans le ministère de la Culture du Pérou, j'ai eu vachement de mal à trouver quelqu'un qui connaissait le nom de Thierry Jamin. Donc, une fois que j'ai mis la main dessus, j'ai montré les articles de journaux, péruviens, espagnols, français. Puis voilà, il y a ça ce qui se passe. Et le gars m'a regardé comme de manière hallucinée en disant, mais ces 30 cités, on les connaît depuis les années 50. C'est-à-dire, j'ai mais personne n'en parle. Lui, il me dit, bah, personne n'en parle parce que c'est des cités comme il y en a plein dans le Pérou. Elles n'ont aucun intérêt. C'est des petits villages, c'est des restes de villages. On ne peut pas tout faire entrer en catalogue. Voilà, c'est des cités. Oui, voilà, c'est pas des cités, c'est des petits villages bon, qui sont toujours habités en plus par des paysans du coin. Donc elles n'étaient pas perdues non plus. Elles étaient juste voilà, oubliées. Et il a pris ce truc à bras le corps. Il a revendiqué donc la découverte de 30 cités. Bon, alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça a commencé à faire beaucoup. Je vous passe l'histoire personnelle que j'ai eue avec Thierry Jamin parce qu'on s'est pris le bec à plusieurs reprises. Mais sur le plan purement de ce qu'il annonce de manière officielle, voilà, les pyramides, sa première expédition, non, il l'a pas faite. Les pyramides du Paratawari, non, c'est pas lui qui a officialisé le fait qu'elles étaient d'origine géologique. Les pétroliers de Pucharo, une carte, soit, mais ça a débouché sur une pantalonnade dans laquelle il s'est complètement pris les pieds dans le tapis. Ces 30 cités découvertes, non plus. Après est venu l'épisode du Machu Picchu, sur lequel je ne m'étendrai pas parce que c'est vraiment une histoire à part entière. Après, il y a eu l'épisode des momies extraterrestres. Et entre-temps, il y a donc son dernier dada en termes de recherche de Paititi, qui est la fameuse montagne carrée qui se situe dans la jungle au nord de Cusco. Et donc, où, une fois de plus, il affirme que sans même mettre de conditionnel, que Paititi est là, qu'il l'a trouvé, qu'il n'attend plus que les autorisations pour aller la sortir. Donc, moi, je suis vachement balancé avec ce personnage. Moi, je ne peux pas accepter tous ces excès éditoriaux et je passe sur les théories du complot, comme quoi il a failli se faire assassiner 3 fois, comme quoi tous les chercheurs de Paititi, à part lui, ont cherché à le tuer ou à lui nuire. Donc il y a une espèce de mise en scène paranoïaque qui en fait qui est purement du marketing, donc, mais qui est quand même dérangeante. Voilà, bon, il y a une quantité de choses que je peux pas accepter. La pire d'entre elles étant qu'à mon sens, il joue avec le rêve des gens.
après qu'un sponsor se fasse savoir, qu'un journal se fasse savoir, c'est les grands, ils ont qu'à se renseigner. Mais ils jouent énormément avec le rêve de beaucoup de gens. Et moi, jouer avec le rêve des gens, je trouve que c'est une faute grave. Donc il y a tout cet aspect détestable de Thierry Jamin. Et à côté de ça, on a quand même un gars qui doit avoir entre 45 et 52 balais, qui depuis qu'il a 22 ans se passionne pour Paititi et qui a dédié sa vie à ça. Ce qui est, et avec, alors autant je lui reproche ses débords éditoriaux et paranoïaux, mais ce gars a quand même monté toute sa vie, sans travailler, à choper des financements pour pouvoir monter ses expositions et le faire vivre de sa passion, je veux dire, ce qui est une performance incroyable. Ce type a un talent rare pour faire rêver les gens et pour les faire clasher au bassinet. Moi, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que tout ce talent ne se soit pas déployé voilà, pour faire avancer l'histoire. Le fait est, c'est que Thierry Jamin, à mon sens, n'a rien découvert, n'a pas fait avancer l'histoire. Là, il n'a pas fait avancer le public d'un iota. Mais il a quand même réussi la performance à vivre d'une passion et à créer une histoire et à créer un personnage et à se créer une vie qui est entièrement articulée autour de Paititi. Et là, il faut quand même tirer son chapeau. Voilà, mais bon, c'est donc un personnage sur le plan, vraiment uniquement sur le plan de la quête. Je ne juge pas sur le plan humain ni autre, mais uniquement sur ce qui nous intéresse, qui est la quête de Paititi. Il y a dédié 20 ans de sa vie, ce qui est, une fois de plus, je tire mon chapeau, mais avec des résultats, donc avec une absence de résultats qu'il a essayé voilà, qu'il a essayé de déguiser en artifice pour les déguiser en résultats qui n'en sont pas. Donc voilà, bon, après, ça ne reste que mon avis, hein. Il y a des fans de Thierry Jamin, ce que je peux parfaitement comprendre, mais pour bien comprendre l'histoire de Thierry Jamin, il faut connaître l'histoire de Paititi dans son intégralité pour pouvoir la mettre en perspective, et il faut malheureusement absolument parler espagnol pour pouvoir lire la contradiction. Parce que la contradiction en France, ça n'existe pratiquement pas sur le côté Paititi de Thierry Jamin. Donc un personnage, moi, que j'invite à découvrir, parce que c'est devenu un personnage, quoi qu'on en pense et qu'on le veuille ou non. Donc moi, j'invite tous les gens qui s'intéressent à Paititi à démarrer leur intérêt par ce prisme-là, parce qu'il y a de la matière, hein, il a écrit beaucoup. Voilà, mais après, dans un deuxième temps, j'invite les gens alors, soit francophones, soit hispanophones qui se renseignent ailleurs, soit francophones qui eux aussi se réfèrent aux peu de sources qui existent. Et c'est parce qu'elles existent peu que j'ai écrit mon bouquin pour que les francophones puissent avoir une idée de la quête dans son ensemble. Justement pour pouvoir mettre en perspective des agissements comme Thierry Jamin. Alors après, moi, Thierry Jamin, je lui jette de la pierre, mais franchement, dans cette histoire, il n'y a que des fous, il n'y a que des cinglés, il n'y a que des affabulateurs, il n'y a que des exagérateurs. Il y a très peu de gens extrêmement sérieux, donc c'est quand même toute une fresque de personnages voilà, Thierry Jamin n'est vraiment pas le pire, vraiment pas le pire. En termes de malhonnêteté intellectuelle ou de malhonnêteté de tout court, c'est vraiment pas le pire. Voilà. Donc, moi, j'invite les gens à s'intéresser à cette histoire. Ils peuvent commencer par le prisme de Thierry Jamin parce qu'il est français. Thierry Jamin étant l'héritier de Nicole et Herbert Cartagena, moi j'invite encore plus à lire le seul bouquin sérieux de Paititi en français qui a été écrit donc par Nicole et Herbert Cartagena, un bouquin qui est sorti en 81, qui est quand même on peut le trouver assez facilement sur le net, de temps en temps il apparaît. Donc vraiment quelqu'un qui veut comprendre cette histoire et qui veut commencer à la comprendre, moi je les invite à acheter le bouquin de Cartagena, qui est vraiment la jeunesse française de Paititi. Je les invite de toute façon à lire l'intégralité de ce qu'a écrit et publié Thierry Jamin, et je les invite aussi à lire mon bouquin que j'ai écrit en français pour remettre un petit peu tout ça en perspective. Voilà, donc, pourquoi on trouve Paititi? Si on prend le fil qui nous a guidés depuis le début, si on prend l'angle historique de Paititi, c'est-à-dire l'existence, enfin, l'ancienne existence d'un territoire, d'un royaume ou d'une confédération tribale dans l'Amazonie bolivienne, on ne trouve rien parce qu'il n'y a pas grand-chose à trouver. À la nuance près que les recherches d'archéologie amazonienne dans cette région-là date d'il y a une grosse dizaine d'années, une quinzaine d'années maximum. Donc il y a des équipes
dont j'ai cité certains noms tout à l'heure, qui sont sur les traces de cette civilisation amazonienne. Ils trouvent énormément de choses, donc ils commencent à documenter l'existence et la réalité de cette civilisation amazonienne qu'on peut raisonnablement appeler le Paititi historique. Ça, c'est une chose. Après, sur le côté Paititi péruvien, on ne trouve rien pour l'instant. Première hypothèse, parce qu'il n'y a rien à trouver. Et que cette cité ou ces cités légendaires dont l'histoire est émergée à la fin du 19e n'existent peut-être tout simplement pas. Ça, c'est une première hypothèse. Si on mise sur ces éléments-là et qu'on considère raisonnablement qu'il y a une ou des cités perdues dans la jungle péruvienne et qu'on n'a pas encore trouvé, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, le terrain est extrêmement particulier. On parle d'une zone, d'un écosystème qui s'appelle la Selva Alta, qui est en fait un mélange entre la cordillère des Andes et l'Amazonie. En fait, c'est de la jungle en haute montagne, avec des sommets qui peuvent cumuler à plus de 3000 et des dépressions et des canyons qui peuvent descendre à zéro. Donc, il ne faut pas s'imaginer la zone de recherche de Paititi péruvien comme si c'était une jungle plate comme le bassin brésilien. Il s'agit d'un terrain et d'un écosystème extrêmement particulier, extrêmement difficile. Le dicton le plus courant et le plus trivial qu'on peut entendre la bouche des spécialistes, c'est que dans un terrain pareil, on peut camper, on peut aller pisser à 10 mètres de ruine d'une ville sans la voir. Donc c'est un terrain extrêmement compliqué. Donc, et les voies de terre, les voies terrestres sont malheureusement les seules qui soient exploitables. Depuis les années 50, il y a eu des expéditions aéroportées, c'est-à-dire des expéditions par hélicoptère qui n'ont jamais rien donné. Parce que la météo est extrêmement capricieuse. C'est une région qui est couverte très régulièrement de brume. Et de la même manière qu'on peut camper à côté d'une ville sans la voir, on peut la survoler sans la voir. Donc il y a des raisons vraiment. Et après, le territoire est vaste. Il est très vaste, parce que même si on a réduit le carré de la recherche de Paititi à ce qui pourrait être un mouchoir de poche à l'échelle du continent sud-américain, ça reste une zone extrêmement vaste qui prendrait des dizaines d'années à quadriller. Donc on ne trouve pas pour ces raisons-là. Après, on ne trouve pas parce qu'on ne sait pas exactement où chercher. On peut chercher au petit bonheur la chance, on peut chercher par intuition, on peut chercher parce qu'on croit détecter une anomalie sur le terrain, parce qu'on détecte une anomalie sur une photo aérienne ou sur une photo satellite. Donc on peut faire des espèces de petits bonds comme ça par intuition et de se rendre compte sur place si c'est vrai ou pas. Et la deuxième option, c'est toujours pareil, toujours de revenir au squelette de la légende, c'est-à-dire revenir à ces chemins qui convergent vers la jungle, et puis tenter de s'en sortir. Parce que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ces chemins donc, existaient à l'époque Inca. L'exode Inca a bien eu lieu, vraisemblablement par ces chemins, et ces chemins ont été manifestement, parce que ça se constate sur le terrain et de manière écrite, parce que c'est sourcé, ont été déviés volontairement. C'est-à-dire que les Incas ont créé un labyrinthe. Il y a des chemins qui tournent court, il y a des chemins qui reviennent sur eux-mêmes, et il y a des chemins qui ne semblent pas avoir de fin. Donc, si on exclut la prospection au petit bonheur la chance, si on exclut la prospection parce qu'un Indien ou un témoignage nous a dit que il y avait quelque chose là-bas, si on exclut les reconnaissances aériennes qui sont inopérantes, il nous reste que comme option de démêler ces chemins et puis de voir lequel mène au but. Chose que font certains chercheurs encore aujourd'hui. Seattle, j'ai parlé tout à l'heure de l'américain Damien Jean, et ben lui, il n'a pas lâché l'affaire, ça fait 40 ans qu'il dépiote ses chemins et il tente sa chance comme ça. Et après, il faut bien voir si on exclut aussi l'idée que Paititi serait un site majestueux, deuxième capitale de l'Empire Inca, aussi grand, voire plus grand que Machu Picchu, si on exclut ça, parce qu'il n'y a rien qui ne le démontre, et si on considère qu'il existe des villes, ce sont des petites villes. Il ne faut pas s'attendre à un site de 3 km². Voilà, ça serait
ce serait des sites Inca de moyenne importance, on va dire, et qui ne sont donc pas forcément détectables. Donc toutes ces raisons-là font que on est obligé d'avoir ça à tâtons. L'ultime raison, c'est les moyens dont on dispose. Paititi n'est cherché que par des amateurs. C'est-à-dire qu'aucun archéologue péruvien ou étranger ne se risquerait à mettre en jeu sa réputation sur ce qui est pour l'instant une légende. Donc les moyens technologiques dont dispose l'archéologie moderne ne sont pas mis à disposition pour la découverte de Paititi. Donc Paititi n'est entre les mains, la recherche de Paititi n'est entre les mains malheureusement que d'équipes de passionnés, des petites équipes qui doivent monter au maximum une expédition par an pour quadriller 3 km² de terrain. Donc c'est un travail de fourmi. C'est un travail de fourmi qui, à mon sens, enfin, d'ailleurs pas qu'à mon sens, au sens de beaucoup, pourrait s'accélérer avec des technologies aériennes modernes comme la technologie du lidar. Le lidar, donc, qui permet de balayer, de scanner une grande surface de terrain depuis un avion, en gommant toute la végétation. Donc, si on fait un quadrillage intelligent, ou au moins, sans être intelligent, au moins sensé et sourcé, on pourrait, sur une campagne d'une dizaine de passages lidar, on pourrait apporter une réponse à l'affaire. C'est-à-dire, soit on trouve quelque chose, soit il n'y a rien. Mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, le lidar coûte extrêmement cher. Donc, à l'échelle des autorités archéologiques du pays ou de moyens privés de sociétés importantes, la légende de Paititi ne suscite pas suffisamment d'intérêt et de crédibilité pour pouvoir déployer de tels moyens. Donc, on en est réduit à un groupe de passionnés qui, avec les années, malheureusement, se réduit comme peau de chagrin. Et autant dans les années 70, 80, 90, il y avait quand même beaucoup, même au début des années 2000, il y avait quand même une dizaine d'expéditions par an, une dizaine par an par groupe différent. On pouvait imaginer que, voilà, par élimination et par quadrillage, chacun avec sa petite théorie, on pourrait voilà, balayer le terrain et ne serait-ce que par élimination, arriver à une conclusion. Là, dans les années 2010 et 2020, il y a très peu de gens qui sont encore sur le terrain, donc ça va ralentir encore plus les recherches. On parlait de Thierry Jamins tout à l'heure, c'est un des seuls qui est encore en lice dans la compétition, mais pour des raisons administratives, voilà, ça fait quand même, il va entamer sa 7e année blanche cette année. Donc même quelqu'un qui est motivé, même quelqu'un qui vit sur place, même quelqu'un qui a dédié sa vie à ça, a du mal à monter une expédition. Soit dit juste en passant, Thierry Jamins pourrait très bien partir en expédition de manière illégale. Il n'y arriverait pas grand-chose. Même si je reproche pas mal de défauts, il a au moins le mérite de lui de toujours monter des expéditions légales, officielles, avec tous les permis qu'il faut. Sauf que ces permis, ça fait 7 ans qu'il ne les obtient pas. Donc voilà. Donc, même quelqu'un aussi impliqué que Thierry Jamins, quoi qu'on en pense et quoi qu'on pense de ses théories, il a du mal à aller sur le terrain. Donc une équipe qui se mettrait en marche maintenant, qui déciderait de prendre le problème à bras le corps, devrait déployer des trésors d'ingéniosité, de logistique et financiers extrêmement importants. On peut le déplorer, enfin en tout cas moi je le déplore, parce que je pense que il y a quelque chose à trouver, même si ça ne s'appelle pas Paititi. Il y a des trouvailles archéologiques à faire en Amazonie péruvienne. Ceux qui veulent rêver à un trésor ont le droit d'y rêver, parce que bon, autant rien n'autorise à dire qu'il y a un trésor caché dans la jungle, mais rien n'interdit, enfin rien dit qu'il n'y en a pas. Donc ça peut être un moteur aussi. Mais voilà, donc il y a une connaissance du terrain préalable, il y a une connaissance de l'histoire préalable, il y a des moyens financiers, il faut avoir un réseau sur place. Voilà. Donc, et ça, donc, ajouté aux données historiques et aux données géographiques, explique que c'est une affaire qui avance extrêmement lentement et que pour l'instant, rien ne soit trouvé.